Michel, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire une vidéo au sujet d'un grand acteur français. Il s'agit de Maurice Ronet. Alors Maurice Ronet, qui s'appelait d'ailleurs de son vrai nom Maurice Robinet, mais son nom d'artiste c'était Maurice Ronet, est né le 13 avril 1927 à Nice et il est mort le 14 mars 1983 à Paris. C'est un acteur et un réalisateur français. Alors j'approche un peu l'image pour que vous voyez bien son visage. C'est quelqu'un qu'on a vu dans beaucoup de films dans les années 70 surtout, mais également dès les années 60 et aussi dans les années 80, le tout début des années 80. Malheureusement, ensuite, il est décédé. Alors on nous dit au cours d'une carrière internationale en dents de scie, qui compte plus de 100 films des années 50 au début des années 80. Il a tourné avec Jacques Becker, Christian Jacques, Denis de la Patellière, Jules Dassin, Louis Malle, Lewis Gilbert, René Clément, Jacques Doniol Valcroze, que je ne connais pas, Karl Forman, Roger Vadim, Alexandre Astruc, Claude Chabrol, Marcel Carnet, Marc Robson, Romain Gary, Jacques Deray, Robert Parish, Michel Deville, Georges Lautner et Bertrand Blier. Il a eu notamment pour partenaires Alain Delon, Marie Laforêt, Daniel Gélin, Anthony Quinn, Jeanne Moreau, Romy Schneider, Gene Seberg, Brigitte Bardot, Debbie Reynolds, Anthony Perkins, James Mason ou Michel Bouquet. Excusez du peu. Connu pour des rôles mémorables de, je cite, salaud magnifique ou de séducteur sans scrupules, ou bien de dandy. Alors, suit un mot que YouTube n'aime pas beaucoup, c'est des gens qui veulent mettre fin à leur vie. On appelle ça avoir des tendances au suivre. Devinez la suite, lorsqu'on veut mettre fin à ses jours. Donc il a eu des rôles comme ça de dandy ayant des tendances à vouloir mettre fin à ses jours. Il est considéré par Jean Tullard comme l'un des meilleurs acteurs de l'après-guerre. Maurice Ronet a réalisé également plusieurs films pour la télévision. Il est l'auteur avec Hervé Le Boterf d'un livre d'entretien, Le métier de comédien. Alors on nous dit qu'il est fils unique de comédien. Son père Émile Ronet, en fait Émile Robinet, et sa mère Paul Debreuil, qui étaient tous deux donc comédiens. Et grâce à eux, il a découvert très tôt l'atmosphère du métier d'acteur, mais également les difficultés, parce qu'il accompagnait ses parents dans les tournées un peu partout en France et également même à l'étranger. Après ces années de lycée, il a fréquenté un lycée à Lausanne où il a fait en quelque sorte ses débuts sur les planches en y jouant une pièce de théâtre. Donc on nous dit qu'à cette époque, il s'est passionné également pour la littérature. Alors peut-être que ça a lancé sa vocation. En tout cas, très vite, il a éprouvé le besoin de s'émanciper de ses parents. Et on nous dit qu'il a suivi des cours, on nous dit au centre de spectacle de la rue Blanche, donc je suppose que c'était à Paris, où il a reçu ses premiers cours d'art dramatique dès 16 ans. Donc on voit que c'est quelqu'un qui était assez précoce et assez décidé. Alors ensuite, il a passé une année au conservatoire. À la fin de ses études, il foule les planches dans Les Parents terribles de Jean Cocteau, puis Un beau dimanche de Jean-Pierre Aumont, etc. Donc on voit qu'il a tout de suite enchaîné avec des rôles, alors d'abord dans le théâtre, mais en 1949, Brigitte Aubert, qui était sa partenaire dans la pièce La Dame de minuit, a parlé de lui à Jacques Becker, qui faisait passer des auditions, des essais pour le film qu'il préparait, Rendez-vous de juillet. Et Jacques Becker lui a donné un rôle. Donc le voilà, ça y est, lancé dans le monde du cinéma, et avec d'autres jeunes acteurs qui deviendront des vedettes. Nicole Courcel, Daniel Gélin, Françoise Arnoul, Pierre Mondy.
On nous dit que ce film a été un grand succès et donc dès le départ, Maurice René a été vu dès ce premier film comme un jeune premier. C'est ce qu'on dit de jeunes qui démarrent et puis qui semblent avoir du talent lorsqu'on regarde les films dans lesquels ils jouent. Alors, j'ai surligné en rose ici tous les passages qui ont trait à sa vie privée parce qu'il semble que ce monsieur plaisait beaucoup. Alors, dès 1950, on nous dit qu'il a épousé la comédienne Maria Pacôme, laquelle a quitté la scène pour lui et pour s'adonner à d'autres passions. On nous dit dans les années 50 qu'il est considéré comme un espoir sûr du cinéma, en tout cas comme une vedette montante. Alors, il a d'abord tenu plutôt des rôles secondaires, nous dit-on, jusqu'en 1955, dans une douzaine de films, dont certains seront de grands succès. Mais ensuite, il a accédé enfin au premier rôle en 1955 avec le film Gueule d'ange, puis avec un film d'André Michel où il donne la réplique à Marina Vladi, le film La sorcière. Il y joue le rôle d'un ingénieur qui tombe amoureux d'une vagabonde. C'est un personnage ambivalent qui peut se montrer gentil et attentionné ou enjôleur et cynique. On nous dit que Maurice René a adoré ce scénario et il a considéré que ce film était sans doute l'un des plus importants de sa carrière. Il a en tout cas obtenu un ours d'argent au Festival de Berlin en 1956 et ça a été un grand succès en France et en Europe. Alors ensuite, en 1957, il a joué un rôle important dans ce qui est resté comme un classique. On nous dit que c'est l'un de ses rôles les plus connus, celui de Julien Tavernier dans le film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, dans lequel jouait également Jeanne Moreau. Alors petit aparté, je ne suis pas particulièrement cinéphile, j'aime un peu le cinéma comme beaucoup de gens. Si vous ne connaissez pas ce film Ascenseur pour l'échafaud de 1957, c'est un film en noir et blanc. Je vous le recommande, je l'ai trouvé absolument parfait. Voilà, quasiment parfait. Parenthèse refermée. Ce rôle, nous dit-on, lui permet d'échapper à son statut de jeune premier. Son personnage est un ancien officier parachutiste de la Légion étrangère qui tue le mari de sa maîtresse, mais se retrouve piégé dans l'ascenseur de l'immeuble. Et ce rôle-là, nous dit-on, a inauguré une série de beaucoup de rôles tragiques qu'il incarnera tout au long de sa carrière. Alors le rôle d'homme désespéré, de meurtrier ou de victime d'une mort brutale. Il a dit « Je suis probablement l'acteur français qu'on a fait mourir le plus souvent à l'écran ». Alors le film Ascenseur pour l'échafaud a été salué par la critique. Il a obtenu le prix Louis Deluc en 1957. Il a rencontré un grand succès public. Ensuite, on nous dit que sa carrière s'est internationalisée. Il a tourné beaucoup en Espagne et en Italie. Après avoir eu une relation avec l'actrice Danielle Godet, Maurice René a vécu pendant une année, nous dit-on, une grande passion avec Anouk Aimée, autre personne très connue. On nous dit qu'à cette époque-là, c'était quelqu'un qui fréquentait assidûment les boîtes de nuit, quelqu'un qui sortait beaucoup. Alors on nous dit un peu plus loin dans sa biographie que c'est le type de personnage qui brûlait un peu la vie par les deux bouts, qui vivait à 100 à l'heure. En 1960, donc, on nous dit les années 60, c'est la consécration avec la sortie en 1960 du film Plein Soleil, alors encore un autre chef-d'œuvre. Le film de René Clément réunit Maurice René, Alain Delon et Marie Laforêt. Alain Delon tient la vedette dans ce film et il poignarde Maurice René aux 2/3 du film. Alors ce film est un immense succès qui contribue encore à la notoriété de Maurice René. Alors on nous dit un peu plus tard également que Maurice René et Alain Delon s'entendaient plutôt bien. Le courant passait plutôt bien entre les deux. Ils se croiseront à plusieurs reprises, ils tourneront parfois ensemble et souvent un peu avec le même schéma de rôle. Il semble que ces deux-là se comprenaient bien.
Ensuite, il a été pressenti pour jouer un rôle dans le film Lawrence d'Arabie. Il a même fait des essais en Jordanie. Mais le réalisateur de ce film, David Lean, lui a préféré quelqu'un qui était plus typé arabe, c'est ce qu'il dira, en la personne de Omar Sharif. Mince. Alors, ensuite, on nous dit que Maurice René a géré sa carrière, ma foi, avec du détachement. C'est pas quelqu'un qui, non plus, va se faire du mauvais sang pour le fait de ne pas avoir eu ce rôle-là. Il va enchaîner, on nous dit, une huitaine de films d'intérêt inégal avant d'incarner un personnage, là encore avec des tendances de quelqu'un qui souhaiterait mettre fin à ses jours, dans Le Feu follet, un film de Louis Malle, avec Jeanne Moreau et Alexandra Stewart. Ce film retrace les derniers jours d'un dandy alcoolique et désabusé qui finit par se tirer une balle dans le cœur. Le film obtient un grand succès critique et le prix du jury à la Mostra de Venise. On nous dit un peu plus loin que Maurice René a été engagé dans des coproductions internationales. Le succès n'a pas toujours été au rendez-vous à cette époque-là. On nous parle de 1965. Alors on nous parle également d'un film qui a été tourné à Barcelone avec Anna Karina, qui pendant un temps avait délaissé Jean-Luc Godard pour vivre avec Maurice René. Encore une autre conquête féminine de cet acteur. Eh bien, le film a été un échec total, à la fois auprès de la critique et du public. Alors, que nous dit-on un peu plus loin auprès de cet acteur ? On nous dit qu'en 1968, il a rejoint Alain Delon et Romy Schneider pour le film La piscine. Il y incarne un séducteur désinvolte et brillant dans ce drame psychologie qui constitue sa troisième confrontation avec Alain Delon. C'est également la deuxième fois qu'Alain Delon le tue au cinéma, bien sûr. Le film est une réussite, saluée à la fois par la critique et par le public. La même année, Maurice René s'essaie à la comédie avec un film qui s'appelle Les Femmes, mais sans succès. Dans les années 70, Maurice René va essayer de réaliser un rêve qu'il avait, c'était de partir en Indonésie pour filmer les varans géants de l'île de Komodo. On nous dit qu'il a été accompagné d'une équipe et qu'il a passé 15 jours sur l'île, logé dans une paillote et vivant parmi les pêcheurs. Il en a ramené des plans saisissants de ces lézards géants, qu'il a monté en un court-métrage d'1 heure, réduit ensuite à une demi-heure, simplement accompagné d'une musique de Haydn. Ça s'appelle « Vers l'île des dragons » et on nous dit que, même s'il s'était donné beaucoup de mal pour faire ça, l'exploitation commerciale de ce film aura été compliquée. Il repartira en reportage l'année suivante. Intéressé par les guerres de décolonisation, il s'est rendu au Mozambique en avril 1973, accompagné d'une équipe aussi. On nous dit que les 4 hommes, donc lui et trois autres personnes, accompagnent des troupes portugaises en lutte contre la guérilla du Frelimo. On nous dit qu'ils ont pris beaucoup de risques et qu'ils ont rapporté un reportage destiné à une émission, un magazine. On nous dit également qu'il a continué à tourner beaucoup dans les années 70, alternant des films policiers, des films dramatiques et des films pour la télévision, avec toutes sortes de réalisateurs, qu'il s'agisse de réalisateurs de renom ou bien de tout nouveaux réalisateurs, de jeunes réalisateurs. Alors, il apparaît également, nous dit-on, dans des productions hollywoodiennes. Quoi d'autre ? On nous dit que l'accueil critique concernant tous ces films qu'il a tournés à cette période fut rarement favorable et que les succès publics ont été rares également, à l'exception du film Raphaël ou le débauché de Michel Deville, sorti en 1971. On nous dit que
Maurice Ronet incarne dans ce film un personnage vil, cynique et jouisseur, qui tombe amoureux d'une veuve pieuse et pure, incarnée par Françoise Fabian. Alors ce film-là est très favorablement accueilli par la critique et la performance de Ronet qui adhère à son personnage au point que certaines répliques semblent avoir été écrites pour lui est unanimement saluée. Alors ça fait beaucoup, ici je ne vous ai pas tout lu, mais on détaille beaucoup de films en très peu de temps dans ces années-là, et on nous dit que Maurice Ronet a assumé ses tournages incessants qu'il expose à figurer dans des films parfois médiocres. Il a dit « Je crois qu'il vaut mieux tourner, même mal, que de ne pas tourner du tout. » Voilà. Quoi d'autre ? On nous dit que malgré les difficultés rencontrées sur L'Île des Dragons, le film documentaire qu'il avait tourné, il n'a pas abandonné l'idée de mettre en scène ses propres films. Un projet lui tient à cœur, une adaptation d'une nouvelle d'Herman Melville, dont le personnage, un employé de bureau nommé Bartleby, devient le symbole du renoncement et de la résistance passive. Il ne cesse de répondre à toutes les sollicitations de son patron par la formule suivante « J'aimerais mieux pas ». Après avoir démarché en vain plusieurs producteurs, Ronet soumettra son projet à Marcel Julian, président d'Antenne 2, qui acceptera de le financer. Et en fait, il aura eu raison de persévérer. On nous dit que les critiques seront enthousiastes et lors de sa diffusion, le succès sera tel en 1976 que le film connaîtra une nouvelle carrière au studio des Ursulines quelques mois plus tard. Cette œuvre sera primée au Festival de la télévision de Monte-Carlo et l'historien Jean Tullard le considère comme un chef-d'œuvre. Alors quoi d'autre le concernant ? On nous dit, ensuite on nous parle également d'autres conquêtes féminines. On nous dit qu'il a vécu plusieurs années de vie commune avec Betty Dessouches, mais qu'en 1977, il a emménagé avec Joséphine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin, qu'il avait rencontrée sur le tournage du film L'odeur des fauves. Et en 1980, ils ont eu un fils prénommé Julien. Quelques semaines avant la naissance donc de Julien, son fils, Maurice Ronet fait une chute à moto. Donc bien sûr, petit check-up médical pour vérifier qu'il n'a rien, pour vérifier que tout va bien, et tout ne va pas bien. Il découvre qu'il a un cancer du poumon. Alors on ne nous dit pas si c'était un stade avancé ou pas. Semble-t-il pas forcément très avancé puisqu'il a fallu cet accident et ces examens médicaux pour le découvrir, mais malheureusement c'est ce qui l'emportera quelques temps plus tard, quelques années plus tard. Alors malgré ce problème, il continuera à beaucoup tourner au cinéma et à la télévision. 3 films en 1980 seulement, par exemple, Beau-père avec Bertrand Blier et Patrick Devers, de Bertrand Blier avec Patrick Devers, et 5 films en 1982, dont La Balance avec Nathalie Baye et Philippe Léotard, par exemple, qui obtiendra, nous dit-on, un succès considérable. Alors malheureusement, 81, donc c'est là qu'on a découvert qu'il avait un cancer du poumon. 82, il a beaucoup tourné, mais il était peut-être bien rendu au bout de ses forces, puisqu'on nous dit que l'acteur au visage froissé, comme on l'appelait parfois, s'est éteint en pleine gloire en 1983, début 1983, à l'âge de 55 ans, des suites d'un cancer du poumon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de lui ? Eh bien, ici, on nous dit qu'il était également musicien, il était intéressé par la musique, en plus de la littérature, de la philosophie, et bien sûr des arts du spectacle. On nous dit Maurice Ronet était de ceux qui brûlent la vie par les deux bouts, comme le dépeint Éric Nehoff dans son livre Les Insoumis. Je cite « Ce fut un grand vivant, séduisant, insupportable, imprévisible, il aurait pu être un personnage de roman. On lui prête un grand nombre de conquêtes et de liaisons plus ou moins durables. Nicole Berger, Nicole Moret, Bélinda Lee, Annie Fargue, Sarah Montiel, Marthe Keller.
point de suspension, c'est-à-dire qu'il y en a probablement eu d'autres. On nous dit que c'était également un amateur de voitures de sport, donc quelqu'un qui aimait que les choses aillent vite. C'était un amateur de sensations. Alors on nous parle ici de ses opinions politiques. C'était quelqu'un qui était clairement à droite, qui ne cachait pas ses sympathies d'ailleurs dans les milieux très à droite. Et c'est peut-être ce qui a constitué également un des points communs entre lui et Alain Delon, qui était politiquement plutôt positionné à droite et même très à droite également. Alors c'est ce qu'on nous rappelle ici, les relations cinématographiques entre Maurice René et Alain Delon ont régulièrement fait l'objet d'articles de presse. Les deux hommes ont tourné 4 fois ensemble. Alain Delon a déclaré « Je voudrais avoir le temps d'être l'ami de Maurice René ». On imagine qu'il était très pris par son métier et qu'il ne pouvait pas évidemment consacrer beaucoup de temps à toutes les personnes qui l'intéressaient dans la vie et peut-être dans son métier. On nous dit que lorsque Maurice René s'est éteint, Alain Delon a été très affecté par son décès. Alors voilà pour ce petit survol biographique. Si on regarde le ciel de naissance de Maurice René, est-ce qu'il peut nous renseigner un peu sur la personnalité de cet homme ? Alors on voit qu'il était natif du Bélier, alors un signe de feu connu pour être peut-être des 3 signes de feu le plus fonceur, le plus énergique, sans doute celui qui agit d'abord et qui réfléchit après, c'est plutôt ce genre-là. Généralement c'est un signe très très énergique qui fait ce qu'il veut, qui fonce. On a donc le soleil ici dans ce signe-là, et ce signe-là est dans la maison 1, la maison 1, celle de l'ascendant. Alors l'ascendant tombe dans les derniers degrés des poissons, mais il intercepte le signe du bélier. On a donc le soleil dans cette maison 1, ce qui met le soleil en grosso modo sur sa personnalité physique, son apparence, la façon dont il se présente ou se présentait plutôt aux autres. On voit également un amas planétaire autour de l'ascendant. Alors c'est dire si les bonnes fées du ciel ont placé sur son apparence physique, alors que ce soit son corps, que ce soit son visage, que ce soit ses réactions, que ce soit son magnétisme personnel, eh bien beaucoup d'atouts semblent avoir été placés ici, sur sa personnalité propre. L'ascendant lui-même se situe en Poisson. Alors le Poisson est un signe très différent du Bélier. Au contraire, le signe des Poissons est un signe très sensible. Comme tous les signes d'eau, comme les 2 autres signes d'eau, on est beaucoup plus dans on pourrait dire la communion avec l'autre, c'est-à-dire qu'on se comprend à demi-mot, on ressent les émotions des autres. C'est ce genre-là au Poisson, et c'est souvent associé, le signe du Poisson, entre autres à l'inspiration, mais aussi à une espèce de charme un peu magique. C'est-à-dire qu'on ne saurait pas trop mettre des mots sur le charme étrange qui peut se dégager d'un ascendant Poisson. Alors c'est aussi un signe très artistique, alors ça correspond bien ici à la carrière de ce monsieur. Qu'est-ce qu'on voit également dans son ciel de naissance ? Comme si le soleil en bélier ne suffisait pas à donner une nature très énergique, très virile, très impulsive, on y trouve également la planète Uranus, qui est une planète électrique, une planète de réflexe. Uranus correspond un petit peu, alors surtout lorsqu'elle est liée comme ici à Mars, le maître d'ailleurs du Bélier, Mars, la planète de l'action, de la virilité, de l'affirmation de soi. Les deux ici, Uranus et Mars, sont reliés. Eh bien, on peut avoir un caractère assez, assez franc, assez direct. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit également la planète Vénus, qui peut nous parler peut-être du côté séduction, puisqu'on sait que ça a été important dans la vie de ce monsieur. Eh bien, la planète Vénus, ici, elle est dans son signe, le signe du Taureau, connu pour apprécier les bonnes choses à tous les niveaux. On se comprend, y compris les choses d'adultes. Eh bien, ici, en plus, cette planète Vénus
est bien relié à l'ascendant, c'est-à-dire l'apparence physique de ce monsieur. On peut penser que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charme personnel. Cette planète Vénus, en revanche, elle est en carré ici avec Neptune. Neptune, c'est la planète du charme et de la magie, des choses un peu bizarres qu'on ne comprend pas forcément, qui agissent un peu insidieusement. Eh bien ici, les deux sont en carré. Si ce monsieur avait un charme, c'est pas sûr que ça l'ait toujours aidé. Peut-être que parfois, il en a un peu abusé. C'est en tout cas ce que peut suggérer ce carré. Quelqu'un qui charme presque parce que c'est dans sa nature. Donc on fait du charme à tour de bras et puis c'est pas forcément quelque chose de constructif avec un carré. Qu'est-ce qu'on voit d'autre concernant ce monsieur? On voit pour sa sensibilité la lune ici en vierge, donc quelqu'un qui mine de rien ne se laisse pas déborder par sa sensibilité, par son pouvoir de séduction, quelqu'un qui cherche à maîtriser les choses. Alors on voit ici cette lune en vierge qui est mal reliée par un carré à Saturne. Alors on nous dit traditionnellement qu'un carré lune-Saturne, Saturne c'est une planète qui pose des limites, qui dit qu'il faut prendre ses responsabilités, qui dit qu'il faut renoncer parfois, qui dit qu'il faut faire avec moins, qu'il faut marcher à l'économie pour durer. Eh bien ici, on a un carré entre les deux, c'est-à-dire que s'il y avait des unions féminines, le carré montre que ça ne dure pas, ça ne tient pas dans le temps. Saturne peut marquer aussi un aspect de frustration affective par rapport à la Lune. On voit néanmoins un sextile ici entre la Lune et Pluton. Alors Pluton, planète de ténèbres, mais aussi de résurrection, de renaissance, de régénération. Si certaines liaisons n'ont pas duré, eh bien on peut penser que c'est quelqu'un qui a pu surmonter la chose. Alors on a vu l'autre jour, par exemple, dans le ciel de naissance de Romy Schneider, quelqu'un qui était très sensible, qui s'est investi dans pas mal de relations personnelles en pensant à chaque fois que ça allait marcher, et quand ça ne fonctionnait pas, c'était quelqu'un qui était vraiment KO, qui était vraiment, j'allais dire, détruite, peut-être pas tout à fait, mais très très affectée. Et bien là, avec ce sextile Lune-Pluton, on peut penser que c'est quelqu'un qui avait la capacité de reprendre pied, de se régénérer et de se relancer assez facilement. Alors quoi d'autre? Le milieu du ciel ici est dans le signe du Sagittaire. Alors dans sa biographie, on nous dit qu'à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui a tourné beaucoup à l'étranger, donc c'est pas étonnant avec cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on voit également proche du milieu du ciel? La planète la plus proche du milieu du ciel, c'est Saturne. Alors Saturne est favorable aux ambitions, elle donne une capacité d'endurance, la capacité de faire des sacrifices à court terme pour arriver à un but à long terme, la capacité de faire avec moins pour tenir, pour aller loin. C'est très favorable aux ambitions, mais là où il y a Saturne, il y a aussi souvent des chutes. Il faut se méfier, rien n'est jamais acquis, et les choses ne viennent pas toutes seules, il y a un effort constant. Alors c'est ce qu'on voit dans sa biographie. On voit qu'il a connu de grands succès, mais également beaucoup d'échecs et de périodes moins glorieuses. Tout cela apparaît bien dans son thème de naissance. Alors maintenant, si on demandait aux cartes de nous parler de lui, qu'est-ce qu'elles pourraient nous en suggérer? J'interroge le tarot de Marseille. Eh bien voilà des cartes très parlantes. Du côté de l'origine, ou plutôt des débuts dans la vie, on a cette carte du mat qui correspond bien au personnage. Alors du fait qu'on voit ici le mat qui prend son baluchon et qui part vivre sa vie à sa façon, on nous dit bien dans sa biographie qu'il est parti assez tôt, qu'il a quitté le giron familial assez tôt. Dès 16 ans, il est parti prendre des cours.
pour vivre sa vie. Alors on nous dit également à plusieurs reprises que c'était quelqu'un d'assez... une nature assez virile, assez énergique, qui brûlait un peu la vie par les deux bouts, avec un esprit un peu aventurier. On le voit avec cette carte du mat, alors qui dans ses meilleures interprétations, son meilleur sens, signifie quelqu'un qui ne rend de compte qu'à lui-même, qui fait les choses selon son impulsion du moment, ses envies. On retrouve bien le personnage ici. On a ensuite la carte de l'empereur. C'est quelqu'un qui a fini par atteindre les sommets, une renommée qui a très largement dépassé les frontières nationales, puisqu'il a joué dans beaucoup de films à l'étranger. Quelqu'un qui était respecté par Alain Delon, considéré comme un monument du cinéma français, c'est dire la qualité du personnage. Alors, de l'être humain, je ne sais pas, mais en tout cas de l'acteur, oui, ça c'est certain. En témoigne ici, dans ce tirage, cette carte de l'empereur. Malheureusement, une fois qu'il a atteint le sommet, comme on nous le dit dans sa biographie, il s'est éteint en pleine gloire. C'est ce qu'on a avec la carte d'après. Avec la Maison Dieu, on voit une couronne qui vacille, un mauvais coup qui est porté, et puis des gens qui tombent. En carte favorable, la tempérance. Alors on pourrait se dire que ça ne correspond pas vraiment au personnage, puisqu'on nous dit que c'était quelqu'un de très énergique, qui brûlait son énergie, qui vivait la vie très vite, amateur d'ailleurs de voitures de sport, etc. Ça pourrait ne pas vraiment correspondre à la carte de la tempérance. Eh bien pourtant, si l'on lit correctement sa biographie, on s'aperçoit qu'il a connu à peu près dans sa vie professionnelle, autant de succès que d'échecs. En particulier lors du tournage des essais pour le film Laurence d'Arabie, pour lequel il était au départ éventuellement pressenti, et il n'a finalement pas eu le rôle. On nous dit que finalement, voilà, il a pris ça avec philosophie, en se disant peu importe, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, voilà, c'est tout quoi. Il y a d'autres choses à faire dans la vie, il y a d'autres films à tourner, passons à autre chose, point. Donc quelqu'un qui était capable tout à fait de relativiser les choses, semble-t-il. Alors cette capacité à ne pas se faire du mouron inutilement, puisque de toute façon les choses sont faites, ça sert à rien de s'en rendre malade, ça ne changera pas les choses, autant passer à autre chose. C'est une bonne philosophie et je pense que c'est ce qui est incarné par cette carte de la tempérance. Quelqu'un qui sait relativiser les échecs en se disant il faut de ça aussi dans la vie, ça fait partie de la vie, des échecs parfois, c'est pas grave, on passe à autre chose. En carte défavorable, la carte du battleur qui peut nous parler de deux défauts que semblait avoir ce monsieur. Alors, d'abord la jeunesse. Alors, avoir un caractère jeune, c'est bien. Lorsqu'on a un caractère jeune, on est très dynamique, on est prêt à tenter des tas de choses. On voit que c'était quelqu'un qui était même un peu aventurier, qui n'hésitait pas à se mettre dans des situations parfois dangereuses. Lorsqu'il avait l'envie de faire quelque chose, même si c'était dangereux, c'est pas grave, il y allait quand même. Ça c'est plutôt caractéristique de la jeunesse. Ça, on est proche de l'inconscience, mais pas tout à fait. Il faut faire attention quand même à ne pas faire n'importe quoi. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le côté dilettante un peu des jeunes par rapport aux gens plus âgés. Lorsqu'on est plus âgé, on construit un peu plus les choses, on essaye d'inscrire les choses dans la durée, suivant une trajectoire logique où chaque nouvelle expérience contribue à quelque chose de central pour acquérir une expérience plus grande que la seule somme de chaque expérience. Eh bien, chez les jeunes, on n'a pas ça. Chez les jeunes, on fait un peu n'importe quoi, selon l'envie du moment. Ah tiens, j'ai envie de ça, tiens, j'ai plus envie, tiens, j'ai envie d'autre chose complètement différent, je laisse tomber ce que je faisais avant et je me mets là-dessus.
C'est un peu le côté des adolescents. C'est les adolescents un peu qui sont comme ça, qui n'ont aucune patience, qui passent du coq à l'âne tout le temps, et puis ne construisent rien de durable. Eh bien, c'est peut-être un peu ce côté-là qu'on pourrait reprocher à ce monsieur. Lui-même trouvait que c'était très bien d'accumuler les tournages de films à un rythme effréné, et peu importe que ce soit des bons films ou des mauvais films. À la limite, il faisait pas le tri, il prenait tout ce qui venait. Donc du coup, ben, ça laisse une carrière assez inégale dans le résultat des films. Il y a des films qui sont excellents, il a joué des rôles fantastiques, où son talent crève l'écran. Alors, c'est grâce à son talent, mais c'est aussi parce que l'histoire a été bien écrite, bien filmée, bien mise en scène, bien montée, etc. Avec d'autres réalisateurs, on nous dit que c'est beaucoup plus discutable. Eh bien, c'est un peu peut-être ce manque peut-être de discernement, cette volonté de manger la vie à pleines dents, qu'on pourrait reprocher à ce monsieur. Alors après, ça fait partie du caractère. Personne n'est parfait, chacun a des qualités et des défauts. La roue de fortune, ici, bon, la maison Dieu représente une chute. Ça pourrait être sa chute finale, avec sa chute à vélo d'ailleurs, sa chute à l'occasion de laquelle ils ont découvert son cancer, ça pourrait être ça. Ça pourrait être également certains échecs importants qu'il a connus dans sa carrière, avec cette roue de fortune qui nous montre au fur et à mesure qu'on la tourne qu'un jour on est en haut et puis un jour on est en bas. Mais si on la retourne encore, eh bien hop, on peut se relancer et être à nouveau au sommet, puis à nouveau retomber dans l'oubli, etc. L'ermite, c'est un long chemin, un chemin difficile. Le sien n'aura pas été facile. C'est quelqu'un qui, heureusement qu'il avait beaucoup d'énergie. D'autres que lui se seraient peut-être arrêtés à certains échecs. Lui a voulu tout enchaîner très vite, et lorsqu'on voit qu'il est décédé à 55 ans, eh bien ma foi, il avait raison. Il avait raison, s'il avait attendu patiemment que le rôle de sa vie arrive, eh bien, qui sait dans combien de films il aurait pu tourner, combien de films il aurait pu laisser derrière lui. Donc, ben voilà pour ce tour d'horizon de la personnalité de ce monsieur Maurice René, encore une grande figure du cinéma français. Le survol de son ciel de naissance, de même que le tirage de cartes à son sujet, sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.